Bonjour à tous, bonjour chers amis, merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Je vous dis souvent que Kalita promet et qu'on réussit, et c'est encore le cas aujourd'hui puisque nous revient pour la deuxième semaine dans les studios Raphaël Yerushalmi. Raphaël, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour cette seconde partie consacrée au même ouvrage, le manuel bleu, contre l'antisémitisme et la désinformation. Alors, la semaine dernière, on a fait un petit peu d'histoire. On va faire aujourd'hui beaucoup d'actualités. La première des choses, c'est, voilà, vous le voyez à l'antenne, cet ouvrage. Attendez, j'essaye, voilà. C'est un guide, c'est un manuel. Donc, il nous donne un mode d'emploi. On peut parler comme ça. Alors, comment l'utilise-t-on ? Alors, c'est un outil d'abord pédagogique plus que polémique. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est contre l'antisémitisme et la désinformation dans la mesure où on donne des éléments pour répondre aux attaques, aux accusations incessantes portées contre soit Israël, soit le peuple juif en général. Mais c'est avant tout pédagogique, c'est-à-dire c'est plus pour convaincre ou pour apporter de l'information aux gens qui voudraient en avoir. Et là, on parle plutôt d'un immense public, surtout en France, qui n'est pas du tout anti-israélien ou antisémite, mais qui se sent un peu lésé sur l'information, qui aimerait un peu mieux comprendre. Et si on lui explique très simplement certaines choses, des simples vérités, vraiment, eh bien c'est un public qui sera prêt à nous soutenir. Et c'est un public, et c'est pour ça que le livre est très simple et concis, qui est très large, qui va des étudiants, du scolaire au lycéen, jusqu'aux députés, aux décideurs. Il est d'ailleurs été distribué par l'association France-Israël à chaque député de l'Assemblée nationale en France. Chacun en a reçu un. Et d'autres décideurs français et des journalistes vont les recevoir gratuitement, cadeau de l'association France-Israël. C'est un outil qui est en plus accessible à toutes les associations. Je donne la permission donc à des associations qui déjà quelques-unes ont déjà pris cela, par exemple le Bnei Brit aussi, Kérénor, ainsi Kérénor de Gilles Taïeb, ont pris plusieurs centaines d'exemplaires et je leur donne l'autorisation à ce moment-là de mettre leur propre logo, le mot de leur président, et je ne demande aucune rémunération, aucun droit d'auteur. Donc pour moi, c'est un projet non lucratif, bénévole, et en plus je donne l'autorisation donc à des organisations que je juge utiles, qui veulent le faire, eh bien, de reproduire cet ouvrage avec leur propre logo. Et tout cela pour atteindre. Alors, ce public que je veux atteindre, c'est parce que pendant des années, j'ai fait des conférences à travers la France et effectivement, j'étais chez des lycéens, chez des intellos pour les bouquins, donc tout public, toute classe sociale, et je veux toucher donc tous ces gens-là. C'est un outil pédagogique, mais quand même, ça reste aussi un outil pour se défendre. Le motto du livre, c'est mieux savoir, mieux comprendre pour mieux se défendre. Alors, en sus de ce qu'on a parlé la semaine dernière, de toutes les données historiques, de tous les chiffres, tous les faits importants à connaître pour répondre, il y a une partie du manuel qui est d'abord comment repérer, détecter, car c'est pas toujours évident, car l'antisémitisme aujourd'hui se déguise. Personne ne va vous dire je suis antisémite. On va vous dire je suis antisioniste. Oui, et même plus non plus. Je critique d'une façon intelligente, c'est un certain régime actuel de l'État d'Israël. Donc, ils se déguisent, il y a des masques, il faut démasquer aujourd'hui les antisémites. Ils se cachent, ils vont sur les réseaux sociaux, se présentent sous des profils très très sympathiques. C'est pas les djihadistes, voilà, ça c'est facile. Donc comment d'abord détecter, repérer et définir ce que c'est qu'une attaque antisémite, quelque chose qui est dit de travers, qui a l'air de rien même parfois sur les juifs et qui est quand même antisémite. Et puis après, et comment réagir. Les recours. Voilà, alors, les recours. Quels sont les recours ? Alors, il y en a énormément, et ça c'est extrêmement important dans ce petit manuel. Vous serez baba des recours que vous avez en tant même que personne individuelle. Oui. Alors je conseille par exemple sur le juridique, ça c'est très court parce que il y a énormément de lois et ça progresse de tout le temps. Je cite les défenses juridiques qui disent au niveau européen et au niveau français, mais je vous déconseille de porter plainte vous-même toujours tout seul. Toujours prenez avec vous une association, je les cite, il y a des associations
auxquels vous pouvez communiquer ce dont vous avez été ou témoin ou victime, et qui vont vous aider ou porter plainte pour vous. Mais il y a quand même tout un pan juridique qui vous permet de vous défendre. Voilà, et je veux juste dire à nos amis auditeurs que là, on ne peut pas développer, citer tout le monde, mais évidemment, vous les citez, c'est l'objet de votre livre, et vous avez des recours, en effet. Et je peux témoigner personnellement que c'est vrai, puisqu'au cours d'une insulte particulièrement dégradante que j'ai reçue, je me suis jointe à une association, et nous avons pu faire condamner la personne qui, en plus, nous avait envoyé son eau sale sur la tête. Donc, avec une association, on a la chance d'y arriver. Oui, c'est sûr. Seul, on peut pas. Non, mais en plus, c'est obligé, parce oui. que les lois ne sont utiles que si on s'en sert. Et donc, toutes ces lois sont de plus en plus strictes maintenant contre l'antisémitisme, incluent les lois qui surveillent l'Internet et les médias. Et pour cela, il faut encourager les légistes en faisant jurisprudence, c'est-à-dire en créant des précédents. Donc à chaque fois qu'un juif va faire un cas en justice, ce cas en justice, ça peut être aussi peut-être la première fois que ça arrive au tribunal, et ça fait jurisprudence, et la loi évolue dans ce sens. Exactement. Donc c'est important. Alors sur le plan individuel, il y a aussi énormément de choses qu'on peut faire face aux médias. Il y a des fois où on pète un câble en regardant une émission de télévision ou en ouvrant un journal, un article qui nous révolte. Eh bien, je donne quelques astuces par rapport au droit du lecteur ou du téléspectateur. Alors ça va évidemment, il y a le droit de réponse, la carte blanche, mais comment les utiliser, car il faut se méfier des pièges. Le droit de réponse, par exemple, peut être un piège. On va vous laisser mettre vos droits de réponse dans un article qui vous a choqué dans Libération, mais derrière votre article, il y aura encore 2 réponses à votre réponse qui vont vous enfoncer ou vous insulter. Donc il faut faire très attention. Donc je donne des conseils sur ce plan-là, donc médiatique. Alors sur les réseaux sociaux, qui sont quand même aujourd'hui le foyer de haine véritablement antisémite, là aussi il y a aujourd'hui des tas de choses qu'on peut faire sur le plan individuel. On peut bloquer des gens qui mettent des choses racistes sur le net. Il y a même aujourd'hui des huissiers bénévoles qui font des captures d'écran, c'est-à-dire vous leur signalez un dérapage, et eux ils vont faire une capture d'écran et la constater par huissier, qui pourrait être utilisé. Donc toutes ces astuces, disons-nous, tous ces trucs, c'est pour vous dire une seule chose. Il est absolument impossible aujourd'hui de laisser passer. Il ne faut pas laisser passer pour une raison très simple. C'est que vous mettez en jeu l'avenir de vos enfants. Parce que ce qui est planté aujourd'hui, ce qui est semé aujourd'hui, ça va être une haine telle que vos enfants n'auront plus une vie possible là où ils habitent, en France ou ailleurs. Et ça sera intenable, parce qu'on n'aura pas fait le travail. C'est ne pas préparer l'avenir aussi en général, car n'oublions pas que la jeunesse française, par exemple, d'aujourd'hui, au lycée, à l'université, dans certains médias ou réseaux sociaux, est abreuvée de haine antisémite. Et ces gens-là, ces jeunes-là français, qui deviendront un jour les cadres de la République, deviendront des gens importants et auront l'esprit complètement déformé, comme beaucoup de journalistes, par exemple, aujourd'hui, ont été à une école de journalisme qui est bien connue en France pour être ultra-gauche anti-israélienne. Ils ont l'esprit déformé avant même d'avoir écrit la première ligne sur le conflit au Proche-Orient, et viennent avec un vocabulaire lui-même déjà raciste à la base, les colons, l'occupation, le génocide, qu'on leur a appris à l'école de journalisme. Donc c'est là que est notre devoir, nous, chacun d'entre nous, de ne pas laisser passer, et ça c'est défendre la démocratie et la République française, car la liberté d'expression qu'on aura, à chaque fois qu'on critique un journaliste, il nous balance la liberté d'expression à la figure. Il oublie une seule chose, c'est que ce que la République française défend, c'est la liberté d'expression du citoyen français. C'est les droits de l'homme, c'est pas des journalistes. Et donc la liberté d'expression, c'est la nôtre. Et il faut l'utiliser. Alors vous avez évoqué les réseaux sociaux, Internet, mais en revanche je savais pas, j'ai entendu parler du dark web, mais pour moi c'était d'achat de drogue et d'armes. Je ne savais pas que là aussi on bouffait du juif et on le démolissait. Oui, la toile profonde, c'est le refuge de tous les néo-nazis, de tous les salafistes. Donc ils utilisent cette toile profonde parce que d'abord on peut pas les attraper. Il y a eu là il y a 2 semaines une grande opération en Belgique et en Europe de cyber contre les sites salafistes. On en a trouvé aux îles Canaries, dans des endroits du monde, donc ils sont très difficiles à attraper, et ils utilisent donc le dark web
pour non seulement donc propager la haine du juif, mais en plus donner des adresses. Vous pouvez attaquer telle école, aller abîmer. Oui. Ah oui, ils envoient, c'est exactement comme les salafistes commandent des attentats en essayant de convaincre de radicaliser des jeunes et les envoyer en loup solitaire. C'est aussi contre des cibles de juives, donc communautaires, écoles, cimetières. Ils donnent des conseils. C'est véritablement dangereux. Et ça demande notre vigilance à tous, et encore plus évidemment que l'antisémitisme bon ton de la gauche caviar ou lepéniste ou des lepénistes de d'antan. Et ce qui est très important aussi, c'est que vous faites, mais alors vous laissez rien dans l'ombre. Vous montrez comment on s'est trompé, par exemple, en considérant la kippa comme un signe religieux extérieur. On va pas le dire, les gens le trouveront dans le livre. Mais ça nous permet, je peux vous affirmer que quand vous aurez lu ça, vous saurez quoi répondre. Non. La kippa, ça n'est pas du tout une burqa. Ça n'a rien à voir. Et vous le démontrez, vous le prouvez. Et c'est en quoi ce livre est aussi intéressant. Et donc, il y a quand même quelque chose qui me tracasse. Quand je vous lisais, je me disais, là, on a tout, on peut répondre à tout. Et c'est vraiment... c'est rassurant. Mais est-ce que vraiment on peut trouver un anti-juif qui va avoir envie de se rendre compte qu'il s'est trompé? Là, c'est un peu plus psychologique, vous voyez. Voilà. Alors, moi, je ne vis pas du tout dans l'utopie. Je pense qu'il y a un public qu'on ne convaincra jamais, qui ne changera pas. Ils ont trop besoin de leur haine pour survivre eux-mêmes. Et donc, énormément de gens, ça peut être aussi très idéologique, et ça fait partie donc d'un package idéologique. Si vous êtes extrême gauche aujourd'hui, vous allez avoir une sympathie indéniable pour les Arabes en général. Et si moi je vous demande de changer d'attitude par rapport aux Israéliens, vous vous sentirez plus d'extrême gauche. Vous aurez un discours qui ne sera pas reçu non plus socialement par vos copains, donc vous ne pouvez pas changer de discours. Donc ces gens-là, je vois très très mal comment pouvoir les convaincre. Un raciste, je ne vois pas comment convaincre. Je vous dis, c'est pour ça que j'insiste sur le fait pédagogique du livre. C'est pas pour polémiquer. Maximum, c'est pour se défendre quand même, c'est pour avoir une réponse, parce que lorsque vous avez une discussion, ça peut être en public. Il y a d'autres gens qui écoutent autour. Et à ce moment-là, c'est à vous de défendre. Et je précise, et c'est pour ça que je me permets de vous interrompre, qu'on aura la réponse dans ce livret. Voilà. C'est un livret, vous avez remarqué, il n'est pas épais, mais on a les réponses. Et c'est en ça que c'est important. Je finis juste en disant que le public principal ciblé, c'est un public juif ou non juif, qui a l'esprit encore assez ouvert pour vouloir comprendre, mieux savoir. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois, ça, je peux vous rassurer un petit peu dans ce sens-là. Dans les lycées de France, de Belgique, de Suisse, donc tout ce qui est francophone, dans les universités, dans les campus, avec des jeunes filles en tchador, etc., j'ai été présenté comme M. Jérusalemi, israélien, ancien officier de Tzahal. Pendant des années, donc je parle sur plusieurs années, je n'ai jamais été pris à partie, insulté par ces étudiants, par ces élèves. Leurs questions ont toujours été intelligentes. Ils voulaient vraiment savoir. Des fois, ils posaient des questions moins intelligentes, mais on sentait, c'est parce qu'on leur avait tellement raconté de bêtises sur nous que la question était naïve et bête, et j'ai rectifié le tir, et ils étaient prêts à m'écouter. Il y a eu des discussions. Il y a un immense public qui est prêt à apprendre, à comprendre, car je crois que les gens sentent qu'ils n'ont pas toute l'info. Et lorsque moi je sors de ces universités ou de ces écoles, je félicite les étudiants et leurs professeurs en leur disant, vous savez quoi, moi je vous félicite de votre ouverture d'esprit, parce qu'en vous quittant là maintenant, votre lycée ou votre université, je vais prendre le train. Et je vais arriver à la gare, et à Relais, il y a les journaux, et je vais regarder les journaux, la presse. J'aurais envie de vomir de ce qui est écrit sur Israël et sur les Juifs. Ça va me faire vomir. Et je vous admire, parce que voilà, vous vivez dans un pays où il y a une certaine presse qui vous abreuve de mensonges. Car ce qui est important dans ce livre, c'est que ce qui est simple, c'est qu'on a la vérité pour nous. Donc on est tranquille. Eux, ils ont besoin de mentir. Ça prouve à quel point ils ont tort. Nous, il nous suffit de quelques vérités qui sont là, que vous connaissez d'ailleurs. La plupart, vous le connaissez. Il faut juste mettre un peu d'ordre dans sa tête et le sortir au bon moment. C'est tout à fait vrai. Ouais. Et c'est tout. Ouais. Et avec ça, on est tranquille, parce que nous avons la vérité pour nous.
Alors justement, on avait conclu la dernière émission sur Jérusalem. Alors qu'est-ce que vous dites? Vous expliquez clairement dans votre livre quelque chose que j'ai vérifié moi-même par la lecture du Coran, que j'ai fait 2 fois, je l'ai déjà dit à cette antenne, je n'ai pas vu mentionner le nom de Jérusalem. J'en ai parlé dans tout le Landerneau, quand à une conférence ou à un dîner ou je ne sais quoi. Et on me dit que c'est faux et que comme je suis juive, israélienne de surcroît, je travestis la vérité. Et c'est pourquoi je vous pose cette question, parce que beaucoup de gens savent que c'est vrai, mais ne savent pas répondre. Qu'est-ce qu'on dit quand on vous dit « Mais non, tu l'as lu dans quoi? C'est pas vrai. Moi, je peux te dire, il y a le sabot de la mule qui était sur Jérusalem. » Jérusalem, c'est l'endroit d'où le prophète Mohammed s'est envolé sur son étalon vers le ciel, et à la mosquée Al-Aqsa, il y a dans le rocher, dans le dôme du roc, vous avez la trace du sabot, effectivement, de l'étalon de Mohammed s'envolant vers le ciel. Mais il n'y a nulle part le nom de Jérusalem, ce qui est pas spécialement grave. Non, c'est Al-Quds. N'oublions pas que dans la Bible, Jérusalem est mentionnée beaucoup de fois, mais en plus, elle est mentionnée aussi comme la fille de Sion, comme le mont Moria. Donc, ce qui est certain, c'est que je peux vous affirmer que Jérusalem, en tant que nom de la ville sainte musulmane dont ils prétendent qu'elle est, n'est mentionnée aucune fois dans le Coran, 0 fois, je l'affirme. C'est irréfutable, c'est pour ça que j'ai dit dans ce livre-là. Alors, les gens qui veulent mentir sur mensonge, alors vont vous dire, mais je vais vous assurer que c'est non. Non seulement ça, on en veut aussi pour preuve l'histoire Jérusalem, c'est-à-dire à chaque fois que Jérusalem est tombée sous occupation, soit musulmane, soit ottomane, n'en parlons même pas des Jordaniens, elle n'a jamais connu aucun progrès sur le plan urbain. C'est-à-dire, à part les remparts, rien n'a été fait. Lorsque les Arabes, les musulmans avaient Jérusalem en main, ils étaient les maîtres de Jérusalem, ils n'ont rien fait pour cette ville, rien du tout. Lorsque les Jordaniens l'avaient, à l'époque de roi Hussein, qui après a changé, mais à un moment donné où il n'était pas aussi gentil que ça, ont carrément abîmé la ville, détruit les lieux juifs, se sont servis de certaines pierres tombales pour en faire des urinoirs. Voilà où on en était. Alors, d'où est la sainteté de cette ville par rapport à Médine, par rapport à la Mecque? Et puis bon, je donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut lire le bouquin, des faits irréfutables. Je suis tranquille. Ça a été vérifié 300 fois, 400 fois, justement parce que je savais qu'on allait chercher la petite bête pour me coincer. Je pense que je suis incoinçable. J'ai été voir des prêtres pour tout ce qui est le christianisme. J'ai été voir des prêtres imminents qui ont d'ailleurs fait des corrections parce que je m'étais effectivement trompé sur certaines choses par rapport au catholicisme aussi. Eh bien, merci Raphaël. Je dois avouer que moi aussi, j'ai lu en cherchant la chose qui serait peut-être pas exacte, mais pas du tout avec le bonheur de la trouver. Je suis très heureuse de pas l'avoir trouvée, mais plutôt avec l'envie de te dire, tu sais Raphaël, là, tu es sûr ou quoi, mais ça n'est pas nécessaire. Tout est très clair. Véritablement, c'est une aide que vous n'aurez pas trouvée auparavant. Non pas qu'il n'y ait pas eu de bons ouvrages, hein, on est bien d'accord, il y a d'excellents ouvrages. Je vous avais cité tout à l'heure Frédéric Ancel, Shmuel Trigano. Servi de leur science. Certainement, et ils sont excellentissimes. Moi-même, dans ma collection, je crois j'avais publié quelque chose. Ah oui, déjà, Raphaël, Frédéric Ancel a publié dans ma maison d'édition. Voilà, mais simplement, ce sont de gros ouvrages qu'il faut lire, qu'il faut prendre le temps de lire. Ça, c'est vraiment, vraiment utile. On peut pas, quand on en a entendu parler, on ne peut pas ne pas l'acheter. Et quand on l'a acheté et qu'on en a entendu parler, on ne peut pas ne pas en parler aux autres. Parce que c'est comme ça qu'on fabrique des réponses intelligente et juste. Tu as dit tout à l'heure que nous, on dit la vérité, donc on est tranquille, mais il faut savoir la restituer. Raphaël le fait très bien. Et je ne saurais trop vous conseiller. En Israël, à la librairie du Alors foyer, bien sûr, c'est par ça que j'allais finir. Moi, je vous dis, la prochaine fois, je vous laisse avec lui, je vais faire le café. Alors oui, on le trouve à la librairie du foyer à Tel Aviv, on le trouve chez Vice Versa à Jérusalem. Et on le trouve aussi en nous téléphonant, on vous dira comment faire. Amazon, Fnac. Voilà, tous les grands distributeurs de ce type. Merci Raphaël, merci beaucoup, bravo. Et puis on a à te revoir plusieurs fois pour tes romans et pour ton expérience de soldat de Tsahal. Avec plaisir. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, au revoir.